Elle accroche un écriteau disant «Je reviens dans 2 minutes» sur la porte de son magasin et disparaît subitement, on te raconte. Le 16 juin 1990, à Llangollen, au Pays de Galles, Trevaline Evans, 52 ans, ouvre son magasin à Antique. Là, elle y vend des antiquités, elle adore son travail et a toujours le sourire aux lèvres. Aux alentours de midi, elle accroche un écriteau sur la porte du magasin disant « Je reviens dans 2 minutes ». Puis elle s'en va et disparaît. Elle laisse toutes ses affaires, son sac à main, ses clés de voiture et sa veste au magasin. Plusieurs locaux disent avoir vu Trevaline ce jour-là. D'abord, elle aurait été vue en train de discuter avec un homme habillé élégamment dans son magasin avant de partir. L'après-midi, elle aurait aussi été vue en train d'acheter une banane et des pommes dans une petite épicerie. D'ailleurs, une peau de banane a été retrouvée dans la poubelle de son magasin, indiquant que Trevaline est possiblement retournée à Antique. Mais cela n'a jamais été confirmé par les autorités. Aux alentours de 14h30 puis de 15h45, elle aurait aussi été vue dans la rue en train de marcher. Puis plus rien. Trevaline Evans n'est jamais revenue. Son mari, Richard, signale sa disparition le soir même, mais des rumeurs circulent, leur couple battrait de l'aile. Et Trevaline aurait eu un rendez-vous avec un amant ce 16 juin. Richard Evans est arrêté, mais faute de preuves, il est relâché. Et finalement, rien ne va dans le sens de ces rumeurs. Plusieurs tueurs en série ont été suspectés avant d'être finalement écartés, mais en 2019, une nouvelle piste relance enfin l'affaire. Deux frères affirment avoir des preuves que le corps de Trevaline est enterré au nord du pays, au Rhuddlan Golf Club. La police se rend alors sur place, mais ne trouve rien. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé, ni où est Trevaline Evans. Alors qu'elle devait se rendre chez sa grand-mère, elle prend l'autoroute à contresens pour fuir vers l'Italie et disparaît définitivement, on te raconte. Ce jour d'automne 2012, Laetitia Tsuba, 33 ans, qui habite à Fréjus, doit aller manger chez sa grand-mère à une quarantaine de minutes de voiture. Mais elle ne s'y rendra jamais. À 22h, la police italienne retrouve la voiture de la jeune femme en Italie, mal stationnée, phare allumé, près d'une résidence en bord de mer. Le véhicule est à 110 km de chez elle et bien sûr, on ne retrouve aucune trace de Laetitia. La police italienne tarde à lancer des recherches terrestres et maritimes, malgré les demandes pressantes des autorités françaises. Elle finit néanmoins par retrouver le téléphone de Laetitia et découvre que son dernier appel était adressé à son ex-petite amie. Elle lui a laissé un message vocal à 23h30 dans lequel elle l'appelle au secours, disant qu'elle est perdue. Il ne l'a pas rappelée, n'étant pas en très bon terme avec elle depuis que sa femme avait découvert qu'il l'a trompée avec Laetitia. Interrogé par la police, il est rapidement mis hors de cause. Le téléphone de Laetitia révèle également qu'elle a mis 25 minutes de plus que le temps nécessaire pour se rendre à Bordighera en Italie. Elle s'est arrêtée sur l'aire de repos de Beau-Soleil en France. Y aurait-elle rencontré quelqu'un ? Grâce à des caméras, on apprend que Laetitia a fait demi-tour à hauteur d'un péage et a pris l'autoroute à contresens sur plusieurs kilomètres. L'image ne permet pas de savoir si la jeune femme était seule dans sa voiture ou non. La dernière image de Laetitia a été prise par la caméra de surveillance de la résidence de vacances près de laquelle elle a arrêté sa voiture. Sur la vidéo, elle court, enjambe une barrière donnant sur la plage et puis disparaît. Au milieu du chemin, ils ont retrouvé une tongue qui lui appartenait, mais rien d'autre. La veille de sa disparition, Laetitia avait téléphoné à une amie pour lui dire qu'elle était en voiture avec une certaine Nora et son chéri. Or, personne n'a jamais entendu parler de ces deux personnes et la police ne les a jamais retrouvées. La jeune femme semblait fuir quelqu'un ou quelque chose, mais la caméra ne montre aucune autre présence après la sienne. Aurait-elle voulu mettre fin à ses jours? A-t-elle vécu une crise de paranoïa? Plus jeune, la femme avait souffert de problèmes de santé mentale, donc ce n'est pas impossible. Alors s'est-elle noyée? Des recherches conséquentes ont été faites dans la mer qui était calme ce jour-là. S'il y avait eu un corps dans l'eau, les secours sont convaincus qu'ils l'auraient retrouvé. Une femme et son fils vivant dans la résidence italienne ont été jugés comme ayant un comportement bizarre, mais cette piste-là n'a rien donné non plus.
12 ans après la disparition de Laetitia Tsuba, le pôle des affaires non élucidées de Nanterre a décidé de rouvrir l'enquête pour enfin donner à ses proches des réponses tant attendues. Avant de disparaître, il envoie un message disant «Sauvez-moi», accompagné d'une photo d'un couteau planté dans sa jambe. On te raconte. En mai 2018, Andrzej Jmak, ouvrier polonais vivant à Précy-sur-Oise, disparaît sans laisser de traces. Juste avant sa disparition, il envoie un ultime SMS glaçant à des connaissances polonaises disant «Sauvez-moi», accompagné d'une photo d'un couteau planté dans sa jambe. Arrivé en France en 2015, Andrzej Jmak s'était installé à Saint-Leu-d'Esserand et avait rapidement trouvé du travail. Célibataire et sans enfant, il envoyait de l'argent à sa famille restée en Pologne et vivait modestement. Il avait ensuite trouvé du travail dans une entreprise du bâtiment dirigée par un Polonais. Cet homme lui avait alors proposé de lui louer un logement à Précy-sur-Oise, partagé avec d'autres personnes de nationalité polonaise. Cependant, la situation se serait envenimée. Son employeur l'aurait licencié après l'avoir traité comme un esclave selon des témoins, et certains parlent même d'esclavage moderne. Andrzej, qui est décrit par ceux qui le connaissaient comme gentil et agréable, serait retombé dans l'alcool à cette période. Après sa disparition, les avis de recherche s'étaient multipliés sur les réseaux sociaux, mais sans succès. L'enquête avait piétiné, faute de pistes solides, et depuis, l'homme est resté introuvable. 7 ans après les faits, en mars 2025, l'enquête a été officiellement relancée. Les gendarmes ont mené une série de perquisitions, notamment dans l'ancien logement d'Andrzej. Certains disent qu'un corps aurait été retrouvé dans les combles qui se trouvent au-dessus de l'appartement qu'occupait l'homme, mais rien n'a été confirmé pour l'instant, et la gendarmerie de Chantilly a même nié fermement avoir trouvé un cadavre et a refusé de commenter les investigations en cours. Le mystère demeure entier, mais pour combien de temps ? Il disparaît alors qu'il est au téléphone avec ses parents, il n'a jamais été retrouvé depuis, on te raconte. Le 13 mai 2008, Brandon Swanson, 19 ans, sort fêter la fin de son semestre d'études. Le jeune homme est étudiant à Canby dans le Minnesota et il doit être transféré dans un autre état bientôt et cette soirée lui permet de fêter cette bonne nouvelle avec ses amis. Ce soir-là, il se rend dans 2 soirées différentes, il boit de mais pas au point d'être totalement ivre d'après ses amis. Un peu après minuit, il décide finalement de rentrer chez lui se reposer, il monte dans sa voiture et démarre. Au lieu d'emprunter l'autoroute qu'il connaît bien, il décide d'emprunter une route de campagne. Aux alentours de 2 heures du matin, il a un accident. Il glisse et sa voiture termine dans le fossé. Il appelle alors ses parents et leur explique la situation. Il leur dit qu'il n'est pas très loin de la ville de Linde et leur demande de venir le chercher. Ses parents prennent leur voiture et se rendent là où Brandon pense avoir eu son accident, mais ne le trouve pas. Exaspéré et toujours au téléphone, Brandon dit à ses parents qu'il va commencer à marcher en direction de la ville. Il passe à travers un champ et dit à ses parents de le récupérer sur le parking d'une boîte de nuit de Linde. Puis tout à coup, Brian s'exclame « Oh merde !» Puis c'est le silence total. Ses parents, Brian et Annette, lui supplient de leur dire ce qu'il se passe, mais rien. Ils raccrochent et tentent de le rappeler en boucle, en vain. Ils préviennent alors les autorités de la disparition de leur fils et les recherches commencent quelques temps plus tard. Sa voiture est finalement retrouvée vers Taunton, à plus de 40 km de là où Brandon pensait être. Cela explique pourquoi ses parents ne l'ont jamais rencontré sur la route. Alors des recherches sont lancées dans les champs alentours, des chiens de recherche, des véhicules tout-terrain, des hélicoptères et des chevaux sont déployés, mais rien. L'homme est toujours introuvable aujourd'hui. Beaucoup pensent que Brandon s'est noyé dans la Yellow Medicine, une rivière qui passe par de nombreux champs alentours, et cela pourrait expliquer ses derniers mots et le silence qui a suivi, mais ses parents n'y croient pas. D'autres pensent qu'il est tombé dans un trou et que son corps finira par être retrouvé, mais pour l'instant, la disparition de Brandon reste encore un mystère.
Elle dit à sa famille qu'une chose absolument horrible s'est passée, refuse d'en parler puis disparaît. On te raconte. Le 17 février 2008, Marilyn Bergeron, 24 ans, quitte la maison de ses parents à Québec et sort faire une promenade, mais elle ne reviendra jamais. Elle est vue pour la dernière fois en train d'essayer de retirer de l'argent devant un ATM en ville, et on sait qu'après elle a fait un achat au Café Dépôt, et puis plus rien. Quelque temps avant sa disparition, la jeune femme était dans un état étrange. En décembre 2007, elle avait d'ailleurs dit à un de ses amis que quelque chose de grave était arrivé, une chose pire qu'un viol, pire qu'un meurtre. Marilyn était complètement bouleversée, elle qui était toujours joyeuse et souriante, son amie la trouve fermée, triste et vulnérable. Puis le 10 février, elle appelle sa mère, lui dit qu'elle n'est plus en sécurité à Montréal, elle embarque à bord d'un bus et rentre chez ses parents, eux aussi la trouvent très nerveuse et sur les nerfs. Le matin de sa disparition, la mère de Marilyn lui propose de l'accompagner dans sa balade, ce que sa fille refuse, et c'est la dernière fois que ses parents l'ont vue. La famille de Marilyn signale sa disparition le soir même, et rapidement les enquêteurs retrouvent sa trace au distributeur de billets puis au café, et puis encore une fois, plus rien. L'affaire prend néanmoins une tournure nationale, des flyers sont distribués partout, des affiches sont collées dans la ville de Québec, tout le monde espère une issue heureuse, mais rien. Et puis, en 2010, une personne anonyme contacte un journaliste local. Il affirme avoir souvent vu Marilyn dans l'Ontario, à Hawkesbury, tout au long de l'année. La personne dit l'avoir souvent croisée avec un homme, toujours le même. Les patrons d'un restaurant local ont aussi affirmé l'avoir vue, et en tout, près de 35 signalements de Marilyn ont été faits dans cette ville, mais malheureusement, cette piste n'a rien donné. En 2022, pendant 2 jours, les enquêteurs ont fouillé de fond en comble une résidence de Lévis, non loin du dernier endroit où Marilyn a été vue, dans l'espoir de découvrir des éléments qui pourraient être reliés à la jeune femme, mais là encore, cette fouille n'a rien donné. Depuis ce 17 février 2008, la jeune femme n'a pas donné le moindre signe de vie, mais ses proches n'abandonnent pas espoir, ils sont tous persuadés qu'elle est toujours en vie, quelque part.